distinguida señora Sylvie de Sassard de Montgallar, querido ministro, amigo Pellistrandi, señoras y señores, queridos amigos, como director del Instituto Cervantes de París, tengo el honor de presentarles a continuación a las personas que nos acompañan hoy, de las que haré una brevísima semblanza personal. Benoît Pellistrandi, non, on m'a dit de parler en français, alors aujourd'hui je vais parler en français. Bon. Et je vous avoue que je serai grondé par ma femme parce qu'elle m'a dit quand même tu es le directeur du Cervantes, alors c'est un peu étonnant que tu parles en français. Mais d'autre part, c'est bien que je parle en français, même si je fais quelques fautes, évidemment, parce qu'il y a parfois des gens méchants qui disent, ou qui ont dit à un certain moment donné, oh, il est envoyé là-bas, mais il ne parle pas. Bon, quand même, si j'ai appris en 2 ans, alors je suis content de l'avoir fait. Et Benoît Pellistrandi, il entre à l'école normale supérieure, il est agrégé d'histoire en 1989. Il a été membre de la Casa de Velázquez à Madrid, il a été directeur d'études à la Casa de Velázquez, nommé par son directeur à l'époque qui nous accompagne aujourd'hui. C'est un plaisir de vous avoir, M. Caravaggio, merci beaucoup de votre présence. Il est nommé plus tard professeur en classe préparatoire du lycée Hélène Boucher, président de l'association des Amis de la Casa de Velázquez. Il est un de nos plus importants hispanistes. Et il a aussi d'autres mérites parce qu'il a dit toujours la vérité en tout ce qu'il pense à propos de la réalité espagnole. Choses qui parfois ne sont pas tout à fait aimées. Alors, merci de dire ce que tu penses, cher Benoît. Et je vais lire aussi très vite tous les ouvrages qu'il a publiés. La France depuis 1945, les relations internationales de 1800 à 1871, la historiographia française del siglo XX sorgida en España, l'Europe du XIXe siècle, un discours national, la Real Academia de la Historia entre sciences et politique, l'histoire religieuse en France et en Espagne, les cours de France et d'Espagne au XVIIe siècle, l'histoire à l'examen d'entrée en Sciences Po, l'histoire culturelle en France et en Espagne, l'histoire de l'Espagne des guerres napoléoniennes à nos jours. C'est un livre vraiment très important, que je profite pour vous recommander. Ce n'est pas une indication de notre ami Pellistrandi, mais je l'ai fait. Et finalement, il a présenté le labyrinthe catalan qui a été présenté ici au Cervantes de Paris, avant que d'être présenté à Madrid. Bon, alors, il est un de nos grands historiens, parce que souvent l'Espagne est défendue beaucoup plus à l'extérieur qu'à l'intérieur. Il défend toujours les intérêts de l'Espagne et je le dis comme ça, très nettement et très clairement. Bon, un autre invité que vous connaissez très bien, c'est M. Íñigo Méndez de Vigo. Il a une biographie qui est très difficile à essayer de résumer, cher ministre. Il est, bon, moi j'ai fait toujours, je signale l'effort personnel plus que l'effort lié à la politique. Je crois que un letrado à Cortes, c'est vous savez, un de nos concours les plus difficiles de toute l'administration espagnole. Il a été letrado en Cortes dans las Cortes Generales depuis 1981. Il est agrégé au Jean Monnet ad honorem et président du Collège de l'Europe maintenant. Il est entré, je fais un tout petit peu sa biographie, en 1992, il entre au Parlement européen comme député et il est réélu à maintes reprises. Bon, plus tard, il a été élu président de la délégation du Parlement européen à la Convention chargée de l'élaboration de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. En 2011, il a été nommé par le Conseil des ministres secrétaire d'État pour l'Union européenne au ministère des Affaires étrangères et de coopération. En 2015, il a été nommé ministre de l'Éducation, Culture et Sport de l'Espagne, un poste auquel il a été renouvelé en 2016. Il a été professeur, de droit constitutionnel à l'Université Complutense de Madrid
et professeur invité à l'Institut international des droits humains de Strasbourg. Il est depuis 1990 conseiller de la Fondation européenne de la science et de la culture et il est aussi vice-président de l'ONG Aide en Action. Comme écrivain, il a publié beaucoup des livres qui sont très intéressants. Une réforme fiscale pour l'Espagne, financiation des communautés autonomes et co-responsabilité fiscale. Je fais la traduction de l'espagnol, excusez-moi alors si j'ai fait des fautes. Le pari européen de la monnaie à l'union politique, Europe pas à pas. Pourquoi une constitution pour l'Europe? Discours en faveur de l'Europe. Et qu'est-ce qui s'est passé avec la Constitution européenne? Question aussi très intéressante, sans doute. Et il a reçu pas mal d'honneurs, de décorations, comme on dit en français. La Gran Cruz de l'Orden del Mérito Civil, la Medalla de l'Orden del Mérito Constitucional, la Gran Cruz de l'Orden de Carlos III. Il a d'autres décorations que je ne peux pas énumérer, ça serait trop loin, de l'Italie, l'Allemagne, la Colombie, la Belgique, la Légion d'honneur française, la Soberana Orden Militar de San Juan de Jerusalén, Rodas y Malta, et l'Aigle aztèque. Bon, je lui dis un grand merci de sa présence avec nous aujourd'hui. Finalement, je vais vous parler un tout petit peu de Silvia Alonso Castillo ou bien Silva de Sazar de Montgaillard. Elle a la double nationalité, espagnole et française. Et elle a fait l'Institut des Sciences Po, ici à Paris. Elle est master en études hispaniques et latino-américaines. Il a fait plus tard une agrégation. Elle a fait plus tard le doctorat de l'Université de la Sorbonne, avec une thèse doctorale à propos de UCD et la transition espagnole. Il a fait beaucoup de cours à propos de l'Espagne à Sciences Po, professeur d'études hispaniques à l'Université de Toulouse, directrice du centre universitaire de l'Université de Toulouse, et il a aussi eu d'autres tâches, surtout à Singapour, en rapport avec la diplomatie française. Et parmi les publications qu'elle a, parmi les livres, La transition démocratique en Espagne, Le Paris du Centre, Le Paris du Centre, Histoire de l'UCD, Madrid et Le Monde, Les Espagnols déterminés et le livre que nous allons présenter aujourd'hui, Espagne, les défis d'une démocratie. Bon, j'ai un défi parce que j'avais préparé une toute petite chose en espagnol et je dois traduire, même si, comme je vous disais, ma femme ne sera pas contente. Les livres de Sylvie, c'est surtout une analyse des moments de la transition en Espagne. Depuis le 20 novembre 1975. C'est une analyse très intéressante. C'est le souvenir d'une jeune fille qui à l'époque avait 17 ans, et que pour une situation familiale spéciale se trouve juste au centre de certaines personnes qui vont produire les changements politiques en Espagne. C'est-à-dire qu'elle a pu vivre en première personne ces changements grâce à son père. Et elle a pu voir l'évolution de l'Espagne avec des yeux qui étaient libres de préjudices, parce qu'elle avait un côté français et un côté espagnol. Elle les souligne dans son livre. Aujourd'hui, cette femme qui a des souvenirs, elle analyse les souvenirs, elle nous les rapporte, elle les décortique, elle entre dans la société espagnole de cette époque-là, au début du livre, bien sûr, et elle nous montre qu'il y a une énorme générosité de la part de tous les partis politiques qui n'étaient pas tous légalisés à l'époque, bien sûr. Et il y avait aussi un énorme consensus entre toute la population et parmi des parties de la population desquelles on craignait. Je crois qu'on exagérait un peu, on craignait de l'armée. Bon. Je dois vous raconter, permettez-moi, une petite anecdote personnelle. Merci.
En 1975, j'ai travaillé ici en France. C'était mon premier boulot par mon travail, comme assistant de langue espagnole. Et je dois vous dire que j'ai lu dans certains journaux français l'Espagne presque au bord de la guerre civile. J'étais très jeune, j'ai téléphoné à plusieurs reprises chez moi, on m'a dit mais non, mais pas du tout, ça ne va jamais se reproduire. Bon, mais elle a pu vivre cela à Madrid parmi les gens qui faisaient l'histoire à l'époque. Et pour dire tout cela avec des mots de Sylvie, et je vais finir tout de suite, c'est la première fois que l'une des deux Espagnes ne s'impose pas à l'autre. Au contraire, la Constitution accomplit les tours de force de réconcilier les deux Espagnes de sorte qu'elles se reconnaissent dans cette construction commune et partagée. Je crois que c'est parmi les meilleures phrases, Sylvie, merci de ton livre. Bon, finalement, elle fait une analyse non seulement de cette époque, mais elle nous raconte ce qui s'est passé jusqu'à nos jours, ce qui se passe encore maintenant, de nos jours. Et avec beaucoup d'inquiétude, bien sûr, comme par des questions que vous pouvez imaginer. Elle a les mêmes inquiétudes qu'un espagnol n'importe lequel, parce qu'elle est espagnole, justement. En plus de cela, la deuxième partie du livre, je promets de ne rien raconter, c'est pas une interview des 12 personnalités espagnoles qui ont fait l'histoire, mais c'est 12 personnalités espagnoles qui racontent l'histoire de ces changements historiques que nous appelons les Espagnols la transition, c'est-à-dire le passage d'un système qui n'était pas démocratique à un système démocratique. Bon, face aux analystes politiques et face à certains journalistes, pas tous, j'ai des journalistes ici qui sont des très bons amis, mais en général les journalistes et les analystes politiques sont souvent très lourds. Et rien de cela dans le livre de Sylvie. C'est un livre qu'on peut lire d'une manière très facile, très agréable, très intéressante. Et je ne voudrais pas vous ennuyer avec mon long discours, qui n'était pas prévu si long que ça. Alors, je voudrais vous dire tout simplement, à la fin de ces expositions que vous allez entendre maintenant, il y aura un turno de preguntas. Quisiera pedir una cosa, je voudrais vous demander une chose. Pas mal parmi nous sont des Espagnols, nous avons une très très mauvaise habitude. Quand on pose une question, souvent c'est d'abord une petite question. Alors je vous prie, vous voyez qu'étant galicien quand même je dis ce que je pense, je vous prie de poser des questions directes, claires. Je ne dirais pas faciles à répondre, mais qui soient directes. S'il vous plaît, ne faites pas des thèses doctorales, même si elles peuvent être très intéressantes. Bon. D'abord, Sylvia de Montgaillard, d'avoir pensé à moi pour présenter ce livre, remercier le directeur de l'Institut Cervantes de cette invitation. Et vous l'aurez remarqué, je ne dois en réalité qu'à l'amitié flatteuse, justement, de Javier Muñoz, cette réputation flatteuse qui me fait passer pour un des meilleurs historiens de l'Espagne contemporaine. Mais quand on est flanqué d'un ancien ministre qui connaît infiniment mieux que moi les arcanes de la vie politique de son pays, et d'une politologue et historienne qui s'inscrit dans l'histoire de son pays par l'histoire et l'exemple de sa famille, on mesure tout de suite, non pas l'imposture, mais la dimension excessive des compliments qui me sont faits. Je ne suis savant que de la science des autres, et comme le disait avec un peu de moquerie brillante mon grand-père, je suis doctus cum libro. Or, le livre de Sylvia de Montgaillard entre pleinement dans la catégorie des livres qui m'ont appris des choses et dont je tirerai parti pour enrichir mes analyses et approfondir ma connaissance de l'Espagne. L'historien, disait Jean-Marie Mayer, qui était un historien spécialiste de la France contemporaine, est en fait un pilleur des autres, dont il résume les écrits. Je souscris complètement à cette définition, et grâce à ceux qui écrivent des livres, et des bons livres, nous pouvons donc prétendre exister. Dans ce livre, Sylvia nous offre deux types de sources. Une riche introduction entre mémoire et histoire,
laquelle l'histoire de l'Espagne et son histoire personnelle sont évoquées pour montrer comment s'est tissé le fil de son existence personnelle et familiale, donnant alors à cette réflexion générale sur la métamorphose du pays une empreinte personnelle. Et c'est la tonalité qui fait le charme de ce livre. Et ensuite, 12 entretiens qui sont autant de sources complémentaires offertes à l'analyse postérieure de l'histoire. L'exercice présente en outre la caractéristique de la sympathie, une qualité si rare de nos jours. Sympathie de la fille de ses parents pour cette Espagne transformée par leur génération, qui s'était trouvée devoir faire avec le régime en place et qui s'est attachée à travailler très tôt, à poser les ponts qui permettraient l'après-franquisme. Et vous me permettrez de rapporter, ce qui est dans le livre, le fait que ton grand-père fit jurer sur la Bible à son fils, ton père, de ne jamais accepter un poste officiel au sein du régime franquiste. Le salon d'Alonso Castillo à Madrid accueille le club Jovellanos, dont on sait combien il fut un fécond foyer de réflexion politique, et comment ne pas saluer ici la mémoire de José Pedro Pérez Llorca, dont tu apprends la mort au moment où tu corriges les épreuves et que tu évoques. Et c'est vrai que là, tout d'un coup, sont convoquées des figures dont nous savons combien elles ont été essentielles à la réussite pacifique de cette transition. Sympathie ensuite pour chacun des témoins interrogés qui t'a conduit à t'effacer derrière leur récit. Tu n'as pas fait la journaliste qui essaie de se grandir en se rapprochant des personnalités qu'elle interroge. Tu t'es assuré de leur céder la parole pour que celles-ci viennent dire aux Français comment fut l'histoire de l'Espagne. Alors, je ne vais pas analyser ces 12 témoignages, mais des formations professionnelles obligent, je dirais un mot de l'échantillon choisi. 10 hommes, 2 femmes. Mais le déséquilibre n'est qu'apparent, car partout apparaît dans ces témoignages la profonde mutation de la société espagnole. Et ceux qui diraient qu'il faudrait rétablir un équilibre se tromperaient de façon considérable, tant la vitalité de la société espagnole est évoquée dans chacun des témoignages. 12 témoins nés entre 1940 et 1964. Des gens donc qui sont, certains, en mesure de jouer un rôle politique en 1975, tandis que d'autres sont encore des enfants, ils ont 11 ans, quand meurt le général Franco. Ce sont donc au moins 2 générations d'Espagnols que tu as saisies. Et ce panel permet de mesurer la différence entre ceux qu'on pourrait appeler les fondateurs de l'Espagne démocratique, Miguel Pérez de Miñón, Javier Solana, Miguel Ángel Aguilar, Soledad Becerril, Juan José Bruguera, Eugenio Nazaret, et ceux qui, par la suite, ont eu la responsabilité de faire fonctionner cette démocratie, Íñigo Méndez de Vigo, Juan Ignacio Vidarte, Gonzalo Urquijo, José Luis Rodríguez Zapatero, Aitor Ojanguren, Carlota Álvarez Basso. Alors, bien entendu, cette séparation, ce clivage entre fondateurs et ceux qui feraient fonctionner, exagéré, car la génération des fondateurs a continué à exercer des responsabilités jusqu'à aujourd'hui. Tandis que certains acteurs récents de la démocratie, je pense notamment à l'ancien président Zapatero, sont à la marge désormais de la vie politique du pays. Mais tu nous offres là un éventail choisi, alors qui certes a privilégié ce que j'appellerais le grand centre, qui est la marque de fabrique de la démocratie espagnole, mais qui n'en demeure pas moins parfaitement légitime pour expliquer ce qui s'est passé d'extraordinaire dans ce pays. Car l'Espagne nous a offert une magistrale leçon d'histoire et d'utilité de la politique. Tu as intitulé ton introduction « Entre histoire et mémoire ». Or, on sait aujourd'hui comment la mémoire est instrumentalisée à des fins politiques. Et ta mémoire n'est pas celle-là. Ce n'est pas la mémoire de la rancœur, mais c'est celle de l'admiration vive pour l'action intelligente d'hommes et de femmes qui ont choisi l'action collective pour améliorer le sort des Espagnols. Cette action collective n'est pas que politique, puisque des témoignages évoquent l'action culturelle, l'action urbanistique, la vie religieuse du pays.
mais en convoquant ces témoins, tu as voulu rendre justice du chemin parcouru par la société espagnole, qui a su, jusqu'à présent, et espérons que ça dure, exorciser ces démons caïnitas pour moderniser le pays et le hisser au rang des puissances qui rendent le monde plus aimable. Et ça, c'est une sacrée assade. Parce que quand on pense quand même à l'image si négative qu'avait l'Espagne, cette légende noire, cette Espagne inquisitoriale et franquiste, on mettait tout ensemble, et aujourd'hui, effectivement, que l'Espagne soit au contraire le modèle même d'une démocratie attrayante et d'une société attirante, on mesure ce qui s'est fait en 40 ans. Alors ce livre, chère Sylvia, va entrer doublement dans mes bibliographies. Je vais rassurer tout de suite ton éditeur, s'il est là. Nous allons prescrire académiquement l'ouvrage. Car pour qui, comme moi, enseigne l'histoire de l'Espagne de 1936 à nos jours, en première année d'université à l'Institut catholique de Paris, ce livre sera à recommander aux étudiants pour qu'ils comprennent ce qu'a été cette histoire espagnole. Et l'énorme avantage, c'est que justement avec cette introduction qui offre ce panorama général, et ensuite ces 12 déclinaisons, ces 12 témoignages, on comprend comment cela a fonctionné. Et je suis sûr que les étudiants, en tout cas, j'en fais le pari, sortiront admiratifs et qu'ils feront l'expérience de cette sympathie qui sort de ces pages et qui disent notre admiration et notre attachement envers l'Espagne. Et puis naturellement, il entrera dans les bibliographies, si je m'aventure encore à publier des livres, c'est pas contemporain, parce qu'effectivement, j'ai appris beaucoup de choses dans certains de ces témoignages et que je pense effectivement que ce livre est un livre de référence. Je rappellerai aussi ce qu'a dit Javier Muñoz, c'est un livre extraordinairement agréable à lire, ce n'est pas du tout pesant. Alors vous me direz, certes, j'ai un biais espagnol, bon, ça peut l'expliquer, mais il a vraiment la saveur de cette vie vécue et de cette réussite que l'Espagne. Alors il se trouve que depuis quelques mois, nous parlons beaucoup de l'Espagne sous la figure de la difficulté, des crises, voire même de l'échec. Il y aurait une sorte de spectre de l'échec qui se présenterait à nouveau. Eh bien, je crois que tout ça, on peut le conjurer, et l'Espagne n'est pas condamnée à la répétition d'une histoire dramatique, au contraire, forte de ce capital accumulé, pas simplement pendant la transition, mais je dirais pendant la pré-transition, pendant la transition, et après dans le fonctionnement, et un fonctionnement à la fois normal d'une démocratie qui fonctionne au rythme de l'alternance et avec les différentes secousses qui peuvent naître des conjonctures économiques, des problématiques sociales ou sociétales comme on dirait aujourd'hui, et puis effectivement des questions liées à l'identité et à l'organisation du territoire espagnol. Je crois que tout ça valide le modèle espagnol et qu'en défie les difficultés, il existe bien un modèle espagnol et que ce modèle espagnol, il a été porté par des femmes et des hommes qui l'ont rendu possible et pour lequel, je crois, on peut dire avec simplicité notre admiration et notre attachement. Bonsoir, je suis très content d'être parmi vous ce soir à Paris. C'était Aznavour qui chantait toujours Paris au mois de mai, donc voilà. Et surtout d'être parmi des amis comme vous, Ignacio Wert, un grand ami, des amis des affaires étrangères, Alfonso, bien sûr, comme l'ambassadeur, Jean-Louis Bourlange qui était un compagnon au Parlement européen pendant des décennies. Vraiment, au Parlement européen, quand on parlait de l'Europe, c'était toujours Jean-Louis qui était là. On a partagé pas mal de journées à la Commission des affaires constitutionnelles où il a joué un rôle très très important. Je connaissais Jean-Louis parce que j'avais lu son livre avant de le connaître personnellement, La droite année zéro. Et puis on était même devenus des amis après ça. On a eu aussi pas mal de difficultés à un moment donné politiques, mais toujours ce talent que j'apprécie en Jean-Louis et cette amitié qui perdure pour toujours. Et Sylvia, qu'est-ce que je peux dire de Sylvia? Javier Muñoz a évoqué Sylvia quand elle avait 17 ans. Je sais que Rimbaud a dit qu'on n'est pas sérieux quand on a 17 ans.
Mais Sylvia était sérieuse quand elle avait 17 ans, parce qu'on s'est connus à cette époque-là. On était des amis, nos amis étaient liés d'amitié. Et puis, cette amitié a perduré. J'ai eu l'honneur immense d'être les parents de Casilda, qui est aussi parmi nous. Je sais que je suis un mauvais parent. Casilda, je ne m'occupe pas suffisamment de toi, mais enfin, je dis publiquement, j'espère que dans l'avenir, je serai un meilleur parent. Donc pour moi, c'est vraiment un moment d'honneur, très content d'être parmi vous, pour présenter un livre dynamique. Mais je me trouve face à une difficulté, j'avais préparé quelques idées, mais Javier Muñoz et Benoît ont dit tout ce que je voulais dire. Et surtout, Benoît était terrible, parce qu'évidemment, il a décortiqué les livres comme le grand historien qu'il est, et donc, tout ce que j'avais en tête, bon, voilà, c'est dire dans un français magnifique, donc que peux-je dire? Béco dirait, et maintenant que veux-je dire? Que veux-je faire? Bon, donc je vais vous conseiller des livres. Je vous conseille d'acheter les livres. Monsieur l'éditeur, vous serez sans doute reconnaissant de l'audience d'acheter les livres, même s'il y a une chose que je n'aime pas, c'est la couverture. L'Espagne et les taureaux, quand même. C'est fini. Bon, c'est une plaisanterie, c'est la vie. Les livres a deux parties, fort intéressantes. Je pense que Benoît a très bien parlé sur la partie des témoignages. Il y a 12 personnes que Sylvia a choisies pour parler de l'Espagne. 5 ont été des acteurs de la transition démocratique et 7, je suis parmi ce deuxième groupe, nous n'étions pas des acteurs, nous avons suivi. Mais il y a parmi ces 12 témoignages, à mon avis, il y a un fil conducteur. Et le fil conducteur consiste à dire que l'Espagne est une réussite. Et que l'Espagne, on s'attendait, après la mort de Franco, vous avez cette image de Goya, de deux géants à garrotazos. Bon, ça a disparu. L'Espagne, je me souviens très bien, a fait une transition démocratique exemplaire. Et les 12 témoignages soulignent cela. C'est très important. Même de point de vue politique complètement différent, il y a Miguel Herrero qui est un des pères de la Constitution, qui est un centriste, qui est maintenant le président de l'Académie des sciences morales et politiques, donc chez vous, il serait un immortel, qui raconte du point de vue juridique et politique ce qu'on a fait pendant les années 70. Et de l'autre côté, Javier Solana, un homme aussi remarquable, qui joue un rôle très important de l'optique socialiste. Et puis Solana joue un rôle, je dirais, très éminent comme secrétaire général de l'OTAN, comme le premier haut représentant de l'Union européenne. Mais il y a une coïncidence de ce genre-là. C'est aussi le cas pour la première femme ministre en Espagne, Soledad Becerril, qui était ministre de la Culture, qui nous a précédé, Soledad Becerril, en 1981. Dans les premières Cortés élus en 1977, il y avait une vingtaine de femmes. Dans les Cortés d'hier, il y avait 47% de femmes. Voilà la différence. Quand José Ignacio Verde était ministre du Sport aux Jeux Olympiques, 47% de la délégation espagnole était des femmes. Donc, ça s'est produit d'une façon très approfondie, et voilà où nous sommes. Un changement réel de la société espagnole. Et Soledad Becerril donne aussi son témoignage, puis il a été maire de Séville, défenseur du peuple. Puis nous avons aussi le point de vue de quelqu'un qui a joué un rôle important dans le domaine de l'éducation, Eugenio Nassarri, surtout dans les rapports d'Église-L'État, qui est fort intéressant aussi. Et puis l'autre témoin de l'époque, je dirais de la première époque des acteurs, a été Miguel Ángel Aguilar, qui est un journaliste que nous connaissons, que nous aimons tous, qui est un ami de tous. Et puis il y a les autres, donc ceux qui n'étaient pas des acteurs, mais qui ont suivi. Et parmi eux, je trouvais fort intéressant le point de vue des gens que je ne connaissais pas. Hein, parce que les autres, je connais, bon, ce sont des amis, mais il y a des gens qui viennent du Pays Basque, qui viennent de la
moyenne entreprise et qui donne leur point de vue sur la situation au Pays Basque, le terrorisme, et sur la Catalogne, M. Bruguera, qui malheureusement n'est pas aujourd'hui parmi nous. Et Carlota Alvarez Basso, je ne connais pas, mais qui parle de la culture. Et donc ce sont des témoignages de gens qui viennent de parties différentes de l'Espagne, qui ont de lignes politiques, des idéologies différentes, mais qui sont coïncidents sur le point essentiel. L'Espagne, c'est une réussite. La Constitution, c'est une réussite. Les consensus constitutionnels a été très important. Et tous, aussi l'ancien président du gouvernement, M. Zapatero, s'accorde à dire, parce que maintenant c'est un débat qui est parmi nous, on peut changer la Constitution, évidemment, mais il faut savoir qu'est-ce qu'on peut changer et comment on veut le faire. Et il faut aussi rappeler que la consensus a été le fruit d'un consensus. Il faut maintenir le consensus. Il ne faut pas changer pour changer. Je crois que c'est important. Les 12 sont d'accord sur ce point-là. Moi, je pense que c'est difficile de voir comment les choses ont changé. J'ai une fille qui a 18 ans, et par exemple, quand ma femme a une demeure au Pays Basque, moi c'est très difficile d'expliquer à ma fille pourquoi nous allions à Fuenterrabía côté espagnol et pas à Hendaye côté basque, parce que la plage Hendaye était beaucoup mieux. Et je vais essayer d'expliquer, nous ne le faisons jamais parce qu'il y avait une chose qui s'appelait la frontière. Ah, la frontière. Enfin, la frontière, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Qu'est-ce que c'est la frontière? Donc, expliquer qu'il y avait au milieu du pont de Santiago, de Saint-Jacques de Compostelle, le chemin de Saint-Jacques, qu'il y avait là la gendarmerie, la gare civile, qu'il fallait arriver là, qu'il fallait donner les passeports, qu'il fallait changer de monnaie, et même que l'assurance de la voiture espagnole ne servait pas en France. Il fallait acheter la carte verte pour pouvoir traverser en France. Bon, c'est jamais. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de frontière, il n'y a pas de gare civile, pas de gendarmerie, l'euro circule dans nos poches, et puis il n'y a pas de passeport non plus. Ça c'est l'Europe, finalement, qui est la deuxième chose que j'aimerais souligner. Tous s'accordent à dire l'importance de l'Europe. Je peux le dire ça quand il n'y a que quelques jours avant les élections européennes du prochain dimanche. C'est l'Europe qui a fait ça. Et parfois, on pense, bon, c'est un acquis. Oh, oui, ça a été toujours comme ça. Pas du tout. C'était exactement le contraire. Je pense que nous fêtons le 9 mai comme le jour de l'Europe, la journée de l'Europe. Je dis toujours qu'il fallait fêter la journée de la non-Europe pour penser comme notre vie se ferait sans Europe. Réfléchir un jour. Parce que parfois, on voit les inconvénients, mais pas les avantages de l'Europe. Et tous les 12 s'accordent à dire, ah, l'Espagne est une réussite, mais l'Espagne est une réussite parce que l'Europe a joué un rôle très important. Et je crois aussi, je veux le souligner, que l'Espagne a été un des pays, n'était pas un pays fondateur, n'était pas une démocratie dans les années 50, mais quand nous sommes entrés en 86, l'Espagne a bien compris ce qu'on appelait l'intégration. Je me souviens un jour qu'on avait dîné avec Jacques Delors, et Jacques Delors disait chez notre ami Marcelino Oreja, qui était commissaire européen à l'époque, Jacques Delors a dit, j'ai beaucoup apprécié l'Espagne et le Portugal, après 2 ans, il avait l'air d'être des pays fondateurs, parce qu'ils avaient compris qu'est-ce que c'est l'intégration européenne. Et donc, je crois que les 12 soulignent l'importance de l'Europe. Ça, c'est quelque chose qui caractérise les Espagnols. Même les élections du dimanche, il y a des partis en Espagne qui ne sont pas des pro-européens. Mais ils n'osent pas le dire. Ils disent qu'ils veulent une autre Europe. Non, ils sont anti-européens, eurosceptiques. Mais en Espagne, on ne peut pas dire qu'on est anti-européen. Parce que nous savons très bien que l'Europe, en termes de liberté, de démocratie, aussi de croissance, est un atout pour tous. Et donc, je crois que ces 12 témoignages ont des vies complètement différentes, ont des hommes en politique, des entrepreneurs, de la culture, mais ils donnent toujours une idée de ce qu'ils faisaient avant et ce qu'ils pensaient sur l'Espagne. Et c'était Kierkegaard qui disait, là je vais faire une traduction
pas de l'espagnol, du danois, complètement différent, mais la vie, il faut la vie en avant, mais la comprendre de l'arrière. Et tous ces gens-là, sauf moi, parce que je ne sais pas pourquoi je ne raconte pas quel était mon background, mais tous racontent leur vie avant et après la Constitution, et avant et après l'Europe, je trouve, et c'est assez fort en fait. Donc, c'est la deuxième partie. Mais je trouve que la partie la plus intéressante, c'est la première, donc la partie de Silvia, qui s'appelle Entre mémoire et histoire, qui est un titre qui donne l'impression d'être prêté par Pedro Leinentraut, Entre mémoire et histoire. Donc, Silvia, elle explique ce qu'elle pense sur l'Espagne, parce que Silvia a deux âmes. Elle a deux noms. Silvia, elle s'appelle Silvia Alonso Castillo pour moi, ici elle est Silvia de Sazar de Montréal. Elle a deux âmes et deux perspectives. Et je crois que ça, c'est un... Et sa première partie est un hommage à son père, que je connais, qui était un homme remarquable. Et quand on connaît Silvia, on voit son père, qui était un homme très fin. Et je ne résiste à lire une chose qui m'a beaucoup frappé et pas fait rire. C'est par la page 15, quand tu décides d'étudier Sciences Po à Paris. Et donc ton père t'invite à dîner parce que son père aimait, il était espagnol, mais il avait cet amour pour la cuisine française, donc il aimait les restaurants. Il allait déjeuner avec lui à plusieurs reprises. Et donc il invite Silvia à dîner avant de venir étudier à Paris. Et donc, la règle absolue, Silvia, une femme ne devrait jamais dépendre d'un homme. Il y avait un risque, oui, un risque, que je pousse en français, que je rencontrerai pendant mes études. Un risque, certes. Il l'a fait. Il est là. Or, le père continue. Les Français divorçaient, parce qu'en Espagne, sous Franco, on ne pouvait pas divorcer, et étaient radins, car ils payaient des impôts, parce que l'impôt sur la revenu était à l'époque très limité pour les Espagnols. Donc, le conseil de mon père, il faut donc faire de très bonnes études, trouver un travail qui, si possible, te plaise, et assurer ton indépendance financière. Et pousser qui tu veux, sans jamais laisser ton mari décider à ta place. Il l'a fait en plus. Et donc cette première partie du livre est issue de cet amour au père, qui est décédé il y a 4 ans, le mois de mai en plus. 6 mai. Et donc, il y a ce lien entre le père et la fille, qui est là. Et quand on voit l'amour pour l'Espagne et pour la France, l'amour pour les libertés, cette idée de savoir que la croissance économique est très importante, mais la distribution aussi. La tête à droite, le cœur à gauche, en quelque sorte. Et cette façon aussi de créer au dialogue et au consensus, je pense que Silvia a profité de ces leçons tirées de son père pour écrire sur l'Espagne. Tu l'as fait sur le parti de M. Suárez, Unión de Centro Democrático, tu l'as fait sur ce livre Les Espagnols déterminés, et tu l'as fait ici dans ton livre que nous présentons aujourd'hui, Les défis d'une démocratie. Et donc, je trouve que pour bien comprendre ce qui s'est passé en Espagne, il faut lire ton introduction. Parce qu'on comprend les soucis de quelqu'une qui voulait avoir une démocratie, qui voulait finir avec les souvenirs de la guerre civile et d'être comme les restes européens. Il y avait une utopie en marche qui était l'Europe. L'Espagne était absente, mais un désir de tous les Espagnols était de rejoindre les Européens. Et je pense que ce que nous
nous avons appelé, Javier, Benoît et moi, les principes que nous partageons tous sont dans ton introduction et tu les expliques fort bien. Donc, même avec cette horrible couverture, je vous conseille vivement de lire tous les témoignages, sauf les miens qui est le pire, mais les autres, et surtout l'introduction ici. Merci Sylvia pour ce que tu as écrit. Merci beaucoup Benoît, merci beaucoup Inigo. Merci monsieur l'ambassadeur Fernando Calderera, merci Javier Muñoz, Instituto Cervantes de nous recevoir, merci à tous les amis qui sont venus, merci à tous ceux que je ne connais pas qui sont venus aussi. Alors après tout ça, j'avais du mal à vous dire quelque chose. Je voudrais dire quelques mots sur mon éditeur, parce qu'on en a un peu parlé en dehors du fait que, et je suis totalement d'accord avec Inigo, je te l'ai dit, tu le sais, la couverture est terrifiante. Mon âme espagnole me dit qu'on est en plein dans les clichés sur l'Espagne, vraiment le rouge, le jaune, le taureau. Tu étais très fière de sa création et je t'aime beaucoup Henri, donc est-ce que tu veux, voilà. Tu m'as dit c'est pour les Français il faut qu'ils comprennent, il faut qu'on le voit, mais ça on le voit. Voilà. Si jamais j'ai un éditeur espagnol, la première chose qu'il va te demander c'est de changer. Alors, je voudrais parler un peu de la genèse du livre. C'est la 5e fois que je présente un livre au Cervantes, donc merci à cette maison de m'accueillir toujours fidèlement. Et c'est le 3e que Henri publie. On a publié un premier livre quand il était le fondateur et encore patron de Autrement, qu'il a vendu par la suite. Et comme Henri ne peut pas vivre sans éditer, il a recréé à ses 80 printemps une nouvelle maison d'édition qui va pour bien. Il m'a déjà publié 2 fois. Ceci dit, le livre a failli ne pas voir le jour. Henri m'appelle et me dit voilà, je crée une nouvelle collection qui s'appelle Métamorphose d'une nation. Il faut interviewer une dizaine de grands témoins. Et ensuite, tu fais une introduction. Et il faut que tu me donnes une date. Par exemple, je vais faire l'Inde en 2017 parce que l'indépendance de l'Inde était en 1947. Je vais faire Israël, etc. Quand est-ce qu'on fait l'Espagne? Alors, je lui dis écoute, je peux te finir un livre pour 2018, 78-2018, 40 ans de la démocratie espagnole, de la Constitution. C'est la première fois que la démocratie est plus longue que la dictature qui avait précédé. Donc, on peut fêter ça et il y a de quoi être heureux de ce qu'on a réussi à faire. Très bien, je lui envoie un synopsis avec 10 grands témoins. Il me demande de lui envoyer les 10 premiers interviews quand je les ai finis. Je lui envoie. Et l'année dernière, le 20 mai 2018, le jour de mes 60 ans, à 20 h, il m'appelle et me dit je ne peux pas publier. C'est impubliable. Je lui dis écoute Henri, j'ai tous mes enfants, mes filles, tout ça, voilà, écoute, on se parle le jour. Et je le rappelle et je lui dis écoute, tu as les entretiens mais tu n'as pas mon introduction. Donc je vais écrire l'introduction. Et puis je te dois le livre pour le 30 juin, c'est écrit sur le contrat, je te l'envoie et tu verras. Je lui envoie le 30 juin, il m'appelle le 14 juillet. Il adore appeler il m'appelle, il me dit c'est pas publiable. Je dis pourquoi c'est pas publiable? Ah, tu m'as fait un livre horizontal et je voulais un livre vertical. Alors vous voyez, ça fait 40 ans que j'écoute un français, il y a des concepts français. Il me dit voilà, tous les autres livres, chaque témoin raconte un grand événement qui a marqué la période. Et toi, tu me racontes les 40 ans. Je dis, bah oui, ça s'appelle Métamorphose, j'ai fait un synopsis. Ah oui, raconte. Ah non, non, tu vas les revoir, tous, et tu vas leur dire, vous choisissez un événement de votre vie. Je dis, quoi? Je vais retourner voir Javier Solana, qui était ministre 14 ans, qui était secrétaire général de l'OTAN, qui était monsieur Europe, et je lui vais dire, mon éditeur, il veut du vertical. Bon. J'ai dit, Henri, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on fait? Alors Henri m'a dit, écoute, voilà, j'ai 4 grands amis, lecteurs, une femme, je crois, 3 hommes, je ne les connais pas. Et je voudrais que tu les remercies pour moi.
pour me dire on va publier, ils aiment beaucoup, il faut publier. Ils aiment tellement qu'ils voudraient 2 témoignages de plus. Ils voudraient un témoignage sur l'Église espagnole, pourquoi l'Espagne s'est sécularisée, et ils voudraient un témoignage sur la culture, donc j'ai rajouté donc, les deux témoins, et j'ai rendu ma copie le 31 décembre 2018, c'est-à-dire un mois après l'apparition de Vox, parti d'extrême droite, au Parlement d'Andalousie, et maintenant au Parlement espagnol qui s'est constitué hier matin. Donc j'ai d'abord fait la liste de mes témoins idéaux. J'en ai un seul qui m'a dit non. C'est Felipe González. Felipe González a été Premier ministre de l'Espagne pendant 14 ans. Il est clé pour comprendre cette période. Je crois qu'il fait l'unanimité des gens à gauche comme à droite pour le rôle qu'il a joué. Et il a répondu « Je suis d'accord à condition d'être le seul témoin. » J'ai dit « Pas possible, absolument désolé, mais il y a 10 témoins, maintenant 12, mais vous ne pouvez pas être le seul témoin parce que vous allez me parler de vos 14 années au gouvernement, mais moi je fais 40 années et je ne peux pas me limiter à vous, donc voilà. » Donc, certaines personnes, je les connaissais depuis toujours. Inigo, je ne connais pas depuis l'âge de 17 ans, mais là, j'ai 15 ans. Ça fait un bail. Hein. Oui, non, mais je voulais citer un mot. Voilà. On a ce que j'appelle une amitié pré-constitutionnelle. La Constitution, il y a 40 ans, voilà. J'ai donc interviewé, comme tu le dis très bien, 5 personnes qui sont des fondateurs et une fondatrice. Et ce qui est très drôle, c'est quand ils m'ont demandé, alors les autres, Javier Solana, me dit, alors je donne la liste, Inigo Méndez de Vigo. Il dit, mais c'est un gamin. Tu vois pas, c'est pas possible, mais il était au biberon quand moi j'étais ministre. Écoute, je fais 40 ans. Je fais 40 ans. Voilà. Donc, je les ai donc interviewés, certains je les connaissais bien, c'était extrêmement facile. En Espagne, c'est extrêmement facile d'obtenir un interview avec quelqu'un d'important. Soit on le connaît, il vous répond tout de suite, parce que vous avez toujours le portable de la personne, il répond à votre WhatsApp dans les 2 heures, soit vous ne le connaissez pas et il y a quelqu'un qui connaît. Je ne connaissais pas, par exemple, M. Zapatero, qui était Premier ministre pendant 8 ans socialiste. Le jeudi, j'ai déjeuné avec une amie du Conseil d'État. Elle m'a dit, il a été au Conseil d'État parce que tous les anciens présidents du gouvernement ont le droit d'être Conseil d'État. On a établi de très bonnes relations, il a quitté parce que maintenant il a pris d'autres fonctions. Je l'appelle et le lundi matin, j'interviewais Zapatero. C'est pour vous donner une idée de la facilité déconcertante avec laquelle on parle aux gens. Et effectivement, je les ai laissés parler. Les interviews ont duré quelquefois plusieurs heures sur plusieurs jours. Par exemple, j'ai interviewé Inigo quand il était ministre. Et il avait le temps dont il disposait parce qu'il était ministre de l'Éducation, il avait pas ministre de l'Éducation, ministre de la Culture, ministre des Sports, ministre porte-parole en pleine crise catalane. Et Javier a oublié, hein. Dans Oui, le résumé, parce que- il n'a pas mentionné que j'étais bon. Entonces, Javier, es notable. Eso de favor, lo tenías que haber dicho. Ah, tu as raconté, je ne sais pas quoi, d'une fondation qui n'existe plus. Mais ça veut dire que tous les vendredis à 14 h après le Conseil des ministres, Inigo sortait à la télé devant moi, j'étais sur mon mobile où que je sois à regarder ce qu'il disait. Et voilà. Donc, si vous voulez, il y a ces personnes d'avant, ces personnes d'après, des interviews qui ont duré de 2 h à 6 h. Inigo, par exemple, je l'ai interviewé comme ministre, et après la motion de censure de Pedro Sánchez qui a renversé le gouvernement Rajoy, Inigo m'a rappelé en disant « J'ai plus de temps pour toi maintenant, et je peux te raconter la motion de censure. » Il m'a dit. Je n'étais pas accordé suffisamment de temps. Je dis « Ben non, tu as fait 9572 signes. Et Zapatero a fait 16 420. C'est pas possible. Je dois avoir autant de signes que Zapatero. D'abord, c'est vrai pas. Il est venu dans mon bureau et on était là, vous savez, dans Word, on peut checker combien il y a de caractères. Il me disait, je suis à combien 14 000. Et une fois qu'il a passé, c'est bon. Mais il a largement dépassé. J'ai un bonus. Voilà. Donc, voilà. Une fois que j'ai eu tous ces entretiens, et ensuite
lâcher dans l'introduction. Je vais faire puisque j'ai rien à faire, puisque mon éditeur ne peut plus publier, je vais faire l'introduction de mes rêves. Et je vais faire comme si Silvia Alonso Castillo était interviewée par Silvia de Montréal. Et je vais être un témoin de plus parmi mes 12 témoins. Il y a plein de choses que je n'ai pas racontées. Ce qui m'a beaucoup touchée, c'est que les 4 lecteurs m'ont dit que cette partie leur a rappelé particulièrement. Parce que c'était très humain, parce que c'était du vécu. Donc je replace ces 40 ans d'histoire, je replace chacun des interviews de ces personnes pour expliquer qu'est-ce qu'ils expliquent de chaque moment, et je fais des flashbacks de la période voilà, qui commence par la première fois où j'ai raconté l'Espagne en France. Je suis en première année de Sciences Po, premier cours, juste 18 ans, il y a mon cousin Olivier qui est avec moi à Sciences Po. On nous demande de remplir une petite feuille sur notre premier souvenir politique. On met notre nom et le souvenir. Le professeur prend les souvenirs. On a tous 17-18 ans. Bon, tout le monde se souvient de l'assassinat de Kennedy. Ils ont tous des souvenirs politiques à 5 ans. Mon petit-fils de 56, je suis pas sûre. Quand il aura 18 ans, il va me sortir un souvenir politique de cette année-ci. Et moi, je sors l'assassinat de l'amiral Carmelo Blanco par l'EDA en 73, c'est-à-dire 10 ans plus tard. J'ai vraiment l'air d'une débile mentale. On me regarde, on me dit, mais c'est dictature, voilà. Et qu'est-ce qui se passe? J'explique, je ne me démonte pas, je dis, votre histoire de Kennedy, c'est des souvenirs de ce qu'on vous a raconté. C'est parce que c'est un événement tellement important, l'assassinat d'un président des États-Unis. Mais c'est pas vrai que vous vous en souvenez, vous mentez. Moi, j'étais à Madrid. M. Carmelo Blanco allait à la messe dans une église pas très loin de chez nous. La voiture a monté jusqu'au 6e